Nos gènes influencent aussi la réponse au traitement. Donc, c'est le sujet que nous vous proposons. Donc, puisqu'il existe un lien entre le patrimoine génétique, entre notre patrimoine génétique et la manière dont notre organisme va absorber, métaboliser et même éliminer les médicaments. Ce qui est extrêmement important pour identifier les patients qui présenteront davantage d'effets secondaires ou qui ne répondront pas au traitement. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Laure Martin, donc Laure qui est biologiste, Laure Raymond, pardon, excusez-moi, je me suis dit, Laure Raymond qui est biologiste médicale, directrice donc du pôle génétique au laboratoire Eurofins Biomnis à Lyon. Prenez place, Laure. Et les échanges seront animés par Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Futurapolis Santé. Et Anne, vous êtes bien avec Laure Raymond. Avec Laure Raymond, absolument. Il y a un mot qu'on n'a peut-être pas tous entendu et qui pourtant a une importance colossale, et c'est vos travaux, Laure, la pharmacogénétique. Alors, Hélène a un petit peu décrit, mais qu'est-ce que c'est exactement que votre spécialité ? Donc effectivement, ma spécialité, c'est la pharmacogénétique. Et la pharmacogénétique, c'est la discipline qui va faire le lien entre l'information qui est contenue dans l'ADN du patient et la façon dont il va répondre au traitement. Donc on a mis à l'écran une petite illustration qui montre que dans la majorité des cas, en fait, on va, pour une indication donnée, donner une dose, la même dose pour tous les individus. Et en fait, quand on utilise la pharmacogénétique, on va regarder l'information contenue dans l'ADN du patient et on va définir quels sont les patients qui vont réagir à la dose standard, quels sont les patients pour lesquels il faudra donner double dose, les patients pour lesquels il faudra donner une dose inférieure, ou les patients pour lesquels il faudra carrément changer de traitement. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une bonne efficacité du traitement et d'avoir le moins possible d'effets indésirables. Donc il y a des gènes spécifiques de la réponse aux médicaments. On en connaît combien ? Oui. Alors, donc, au total, dans notre génome, on compte environ 20 000 gènes. Et dans ceux-là, des gènes bien connus qui sont des pharmacogènes, il y en a environ une quarantaine. Mais le chiffre que je vous donne aujourd'hui, il va devenir très rapidement obsolète parce que les connaissances évoluent très vite et donc on en découvre de nouveau très régulièrement. Et dans toutes les populations, c'est les mêmes gènes Oui, alors les gènes qui sont identifiés vont être les mêmes. Après, les variations peuvent être un peu différentes selon les populations. Et donc les gènes qu'on va regarder principalement, enfin les pharmacogènes principaux, ça va être les cytochromes. Donc les cytochromes sont des gènes qui sont exprimés principalement au niveau du foie, et donc quand on prend des médicaments, ils vont passer dans la circulation, arriver au niveau du foie et ensuite être transformés soit en métabolites inactifs, soit c'est la prodrogue qui va être transformée en médicaments actifs. Peut-être une deuxième slide sur le sujet. Voilà. Donc cette illustration-là, c'est pour vous expliquer en fait qu'on est tous concernés par la pharmacogénétique. Quand on pense à la génétique, on pense souvent aux maladies rares et on se dit ça concerne quelques personnes, mais moi individuellement je suis pas concerné. Alors qu'en fait en pharmacogénétique, on a tous au moins un variant pharmacogénétique d'intérêt. Et donc ça fait que ce serait utile en fait d'avoir un passeport pharmacogénétique quasiment pour chaque individu. Ouais, on en reparlera ultérieurement. Vous avez fait des études avec un certain nombre de médicaments, des médicaments assez couramment utilisés. Vous nous les détaillez un petit peu ? Donc en fait, la pharmacogénétique, c'est à la fois regarder des variations dans des gènes, et donc là je vous ai dit on est tous concernés, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les médicaments pour lesquels on pourra faire des prédictions, ce sont des médicaments courants, des médicaments qu'on peut tous être amenés à prendre une fois dans notre vie. Il y a une étude par exemple qui a montré que les patients étaient exposés dans quasiment 60% des cas à l'un des couples gènes-médicaments. Donc, parmi ces médicaments, il va y avoir par exemple les statines, qui sont des médicaments contre le cholestérol, des antidouleurs, des anticoagulants, enfin voilà, c'est des médicaments vraiment très courants. Et quand vous regardez par exemple, peut-être que certains d'entre vous ont déjà pris du paracétamol codéiné, donc il y a de la codéine en fait dans ce type de traitement. Et dans la notice, si vous sortez la notice du médicament, il y a écrit attention pour les patients qui sont connus métaboliseurs ultra rapides du type 2D6, qui est un cytochrome qui va venir métaboliser la codéine. Dites-moi, c'est quoi un cytochrome ? Ah oui, un cytochrome en fait c'est une enzyme au niveau du foie qui va venir
désactiver le médicament ou l'activer. Et donc, si D'accord. ce cytochrome fonctionne trop vite ou trop lentement, ça va influencer la réponse. Parce que s'il fonctionne trop vite, eh ben, on va dégrader trop vite le traitement et perdre l'efficacité. S'il fonctionne trop lentement, on va avoir trop de quantité de médicaments dans le sang et donc des effets indésirables. Et donc, il faut moduler les doses. Et donc, il faut moduler les doses. D'accord. Et donc, on sait que les patients, enfin, ce qui est écrit sur cette petite notice de l'effet ralgan-codéiné, c'est que les patients qui métabolisent vraiment beaucoup plus vite que la moyenne via le cible de D6, ils sont très à risque de faire des effets indésirables, donc le médicament est contre-indiqué dans leur cas. Mais on dit, les patients connus métaboliseurs ultra rapides du cible de D6, je pense que dans la salle, personne ne connaît son statut cible de D6. Vous connaissez? Voilà. Qui connaît son statut? Eh ben non. Voilà, personne. Donc c'est très utile, on voit ça dans la notice, mais personne ne sait comment appliquer cette information. Alors qu'en réalité, il y a des tests qui existent aujourd'hui très simples pour connaître son statut cible de D6. Alors justement, qui bénéficie de ces tests? Est-ce que ce sont des tests qu'on peut faire en préventif, donc au moment où on prescrit un médicament? Est-ce que ce sont des tests qui sont réservés aux personnes qui ont déjà eu un problème avec un médicament, trop peu ou trop efficace? Alors il y a différents moments pour prescrire ces tests pharmacogénétiques. Souvent, ils sont prescrits a posteriori, c'est-à-dire qu'on va observer chez un patient une inefficacité ou un effet indésirable, et là on va dire, tiens, j'ai envie de comprendre pourquoi j'observe cet effet-là, et donc on va prescrire le test pharmacogénétique. Mais c'est dommage de le prescrire seulement à ce moment-là, alors que l'information, elle est contenue dans notre ADN depuis toujours, en quelque sorte. Donc on aurait pu, même dès la naissance, faire le passeport pharmacogénétique et avoir l'information. Et donc c'est pour ça que pour certains médicaments en France, il y a des tests qui sont obligatoires, par exemple pour l'abacavir, qui est un traitement antirétroviral, donc les patients qui ont VIH. Pour le sida, oui. Voilà. Eh bien, avant de donner ce médicament-là, il faut regarder le HLA B5701. Donc là, c'est pas un cytochrome, mais c'est aussi un pharmacogène, en fait, dans ce cas-là. Parce que globalement, on comprend bien que le test il soit fait si le médicament s'est révélé toxique. Mais s'il est inefficace, se dire est-ce que quelqu'un va consulter parce que après avoir pris un dafalgan codéiné, ça a moins bien marché? Non. Eh ben c'est bien le problème en fait, c'est que autant l'effet indésirable on s'en rend compte, autant l'inefficacité on peut ne jamais s'en rendre compte, ou alors s'en rendre compte quand c'est très grave. Par exemple pour certains antiagrégants plaquettaires, le risque si on est insuffisamment dosé, c'est d'avoir une thrombose. Et donc on s'en rendra compte que quand le patient va retromboser sous traitement, et on va se dire tiens la dose était insuffisante, alors qu'en fait on aurait pu le voir en amont juste en regardant les cytochromes. Combien écoutent ces tests? Alors, il y a le cas de l'abacavir, par exemple, c'est un examen qui est remboursé, mais si on veut faire un test plus large, c'est des tests qui vont coûter entre quelques centaines d'euros et jusqu'à plus de 1 000 euros selon l'étendue du test qu'on va vouloir réaliser. Donc, c'est des tests qui sont encore chers. Et pour l'instant, ils ne sont pas remboursés? Non, pour l'instant, ils ne sont pas remboursés. Les tests élargis comme ça ne sont pas remboursés. Y compris chez des patients qui ont déjà eu un accident et qui ont fait le test avant de... Y compris chez ces patients-là. Mais comment ça se passe alors à l'hôpital, par exemple? Et donc, à l'hôpital, il y a des enveloppes de financement particulières. Quand je dis ne sont pas remboursés, ils ne sont pas remboursés en ville, en fait. Enfin, ils ne sont pas à la nomenclature des actes de biologie médicale. Mais par contre, à l'hôpital, il y a des enveloppes spécifiques pour les actes innovants. Et en fait, l'étape d'après, c'est la haute autorité de santé qui va venir évaluer ces actes pour déterminer s'ils méritent de passer dans le droit commun ou pas, donc dans le remboursement ou pas. Et là, la HAS est en train de faire ce travail, et donc il y a des recommandations qui sont sorties pour les patients qui sont traités pour leucémie aiguë, pour justement leur faire bénéficier de ces tests pharmacogénétiques. Donc on espère que le remboursement va arriver bientôt. Mais c'est pas beaucoup. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour quelques patients, parce que ça coûte cher le patient qui fait une récidive. Oui. Puis d'abord, c'est pour lui, c'est quand même plutôt embêtant. Mais et en plus, est-ce qu'il y a eu des études qui prouvent l'intérêt financier en dehors de l'intérêt évidemment pour le patient? Alors c'est en particulier en psychiatrie que c'est le plus documenté. Il y a des études médico-économiques qui ont montré que si les patients avaient un passeport pharmacogénétique avant toute prescription de médicaments, à la fois on améliorait leur réponse et leur tolérance au traitement, et en même temps on venait réduire les coûts de santé. Parce qu'en fait, les patients qui avaient ce passeport pharmacogénétique, on arrivait plus vite au bon traitement à la bonne dose. Donc ça évitait des réhospitalisations, ça évitait des effets indésirables. Et donc tout ça, c'est des économies de santé en fait, puisqu'on réduit les coûts secondaires associés au traitement. C'est que pour la schizophrénie ou c'est pour beaucoup de pathologies psychiatriques? Il peut y avoir la dépression, par exemple. En fait, les psychotropes sont donnés dans de nombreuses indications différentes, donc ça peut concerner plusieurs indications. Et donc, pour que je comprenne bien, actuellement, les patients en psychiatrie, ils peuvent bénéficier de ces tests-là? Alors, les tests sont disponibles, mais ils ne sont pas remboursés. Donc, un patient qui est suivi en psychiatrie à l'hôpital,
si le psychiatre connaît le test, il pourra penser à demander un test pharmacogénétique. Par contre, un patient qui est suivi par un psychiatre de ville, s'il veut le test, c'est à sa charge, quoi. Il n'y a pas de remboursement qui est prévu pour ça. Et il y a combien de patients à peu près qui bénéficient, par exemple en psychiatrie, de ces tests actuellement à l'hôpital? Alors, j'ai pas les chiffres pour la psychiatrie, mais chaque année, en fait, on fait un rapport d'activité à l'agence de biomédecine du nombre des tests en fait qu'on rend en pharmacogénétique, et il y a à peine 20 000 tests par an qui sont réalisés. Donc c'est très peu. C'est très peu. Le besoin, ça serait de combien? Vous avez une idée, grosso modo? Alors, tout dépend les populations auxquelles on s'intéresse, mais si on part du principe qu'on est tous concernés, en fait, on pourrait dire toute la population pourrait avoir besoin de ce type de test. Après, on pourrait prendre des sous-catégories de population et dire, pour les patients suivis en psychiatrie, ça peut être très utile. Pour les patients qui ont une maladie rénale, ça peut être aussi très utile parce que, bien sûr, il y a les médicaments de la greffe, mais ils ont souvent des comorbidités, donc ils vont avoir des traitements anti-agrégants plaquettaires, des statines, des inhibiteurs de la pompe à protons, etc. Donc, mais en nombre de patients, c'est difficile de donner un nombre précis. Ça doit vraiment dépendre de la façon dont on va vouloir segmenter, en fait. Parce que si on revient sur les statines, qui est un médicament dont on a beaucoup parlé de certains effets secondaires, c'est directement lié à un problème génétique? Alors, les problèmes musculaires liés aux statines, par exemple? Oui, en fait, pour les statines, c'est un transporteur qui s'appelle SLCO1B1, et selon l'activité du transporteur, on va être plus ou moins à risque de développer des effets indésirables. Et donc, par exemple, si on sait que le patient a un variant dans ce gène-là, on peut lui recommander d'autres statines qui passent par d'autres voies, en fait. Enfin, qui sont... Donc, on peut adapter le traitement comme ça. Le traitement, oui. Mais par contre, il faut quand même garder en tête que la pharmacogénétique, c'est l'un des éléments qui explique la réponse ou la tolérance, et que il faut intégrer cet élément pharmacogénétique dans le raisonnement global. Oui, ça on en reparlera après. Je voudrais savoir, à l'étranger, comment ça se passe, nos voisins? Je crois que vous avez... Ouais. C'est ça. Donc, ailleurs dans le monde, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer qu'en France, on est un peu en retard, en fait, sur la partie pharmacogénétique, en tout cas pour ces passeports un peu larges. Donc, ces tests, ils sont remboursés en Espagne. En Suisse, il vous suffit d'aller en pharmacie d'officine. Donc vous allez à la pharmacie proche de chez vous, quand vous êtes suisse en tout cas, et le pharmacien d'officine peut prescrire ce type de test. Et le patient fait juste il crache dans un tube, en gros, il fait un petit prélèvement salivaire, c'est envoyé au laboratoire et après il récupère son passeport pharmacogénétique. Ah, c'est juste un test salivaire en plus, oui, ça suffit, oui. Oui, en fait, on peut prendre. Alors ça peut être une prise de sang, bien sûr, mais sinon juste un petit prélèvement de salive, ça fonctionne aussi. Et aux Pays-Bas, Pologne? Voilà, c'est ça. Aux Pays-Bas, Pologne, États-Unis, c'est déployé aussi. Aux Pays-Bas, notamment, ils ont fait une étude, tout à fait remarquable, qui est sortie dans le Lancet, qui est une très belle revue, en 2023, et qui montrait que le fait, pour des patients courants, d'avoir ce passeport pharmacogénétique qu'ils ont appelé préemptif, ça permettait de réduire de 30% des effets indésirables médicalement pertinents, médicalement détectables. Ah oui, c'est une proportion importante quand même. Ouais. Significatif, oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'en France, il va falloir faire plus. Et donc l'hypothèse idéale serait effectivement, comme à la naissance, on recherche un certain nombre de maladies chez le nouveau-né, il y a matière à faire une carte génétique de chaque individu dont il bénéficierait jusqu'à la fin de ses jours, globalement. On pourrait imaginer ça à long terme. Par exemple, en ce moment, autour de Dijon, chaque enfant qui naît bénéficie d'un séquençage de génome. Donc en fait, on va regarder la totalité de son ADN, et donc dans cet ADN-là, il y a évidemment les pharmacogènes. Et donc il y a des discussions qui sont en cours pour voir si on pourrait rendre certains résultats dès la naissance, en fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas surcharger les parents d'informations, et quand on fait le génome néonatal, il y a déjà toutes les informations qui concernent la santé de l'enfant, donc rajouter les pharmacogènes, il ne faut pas non plus... mais ça pourrait peut-être être juste dans son dossier médical, dans sa carte vitale, son dossier informatique. Si on se projette à plus long terme, on pourrait imaginer qu'on ait tous notre ADN sur la carte vitale, en fait, et que quand on va voir par exemple le cardiologue, il va regarder les pharmacogènes qui sont intéressants pour lui dans le cadre de la prescription médicamenteuse associée aux troubles cardiaques. Si on va voir le néphrologue, il va regarder d'autres pharmacogènes, etc. On n'en est pas encore là, mais voilà, on pourrait imaginer ça, qu'on est tous notre ça serait peut-être pas non plus l'idéal, parce que vous dites que pour l'instant on en connaît une quarantaine de gènes, mais il y a sans doute beaucoup plus. Et donc il faudrait la réactualiser, réanalyser, c'est ça. Mais avec tous les outils maintenant, tous les algorithmes qui sont en place, les informations qu'il y a dans les bases de données, je pense que d'ici 10 ou 20 ans, ce sera possible d'avoir, à partir de la séquence ADN, de juste refaire une analyse actualisée en fait en temps réel, en quelque sorte. Et ça, vous travaillez avec l'IA sur ce type de sujet, justement pour ressortir les informations intéressantes? On commence en fait. Alors après, IA, ça veut tout et rien dire, parce que parfois aussi on utilise de l'IA, mais en réalité c'est plus des algorithmes. Donc ça nous sert encore
pas trop pour la pharmacogénétique, mais par contre, ça nous sert dans la partie maladies rares. Par exemple, dans mon laboratoire, on fait aussi des maladies rares. Et donc, quand on veut trouver une maladie chez un patient, enfin, quand on veut trouver, la cause d'une maladie chez un patient, on fait du séquençage d'exomes, et là, on va obtenir environ 30 000 variants. Et dans ces 30 000 variants, il faut trouver le variant qui explique la pathologie. Et ça, c'est un travail colossal. Ça prend énormément de temps. Et donc, grâce à des algorithmes de priorisation, on va pouvoir mettre en évidence plus facilement le variant d'intérêt. D'accord. Et vous avez abordé un autre sujet tout à l'heure qui était effectivement le fait que c'était très important ces recherches, mais que c'était pas suffisant, c'était nécessaire mais pas suffisant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui interviennent sur la métabolisation d'un médicament, et ça c'est un message que vous voulez faire passer. Oui, voilà. En fait, on accorde beaucoup d'importance à notre ADN. On a tendance à se dire, tiens, c'est dans mon ADN, donc c'est une vérité absolue. Et en fait, c'est pas vrai, ça. Ce qu'on lit dans l'ADN, c'est une information, mais la façon dont vous allez répondre au traitement, ça peut aussi être influencé par exemple, les interactions médicamenteuses. Si votre ADN dit que vous métabolisez plus rapidement, par exemple, au niveau du cible de D6, mais qu'à l'inverse, vous prenez un médicament qui est inhibiteur du même cytochrome, et votre phénotype va probablement être normal, en fait, puisque les deux vont venir se compenser. Donc, il faut prendre en compte ça, les interactions médicamenteuses, la fonction hépatique, puisque les cytochromes sont principalement au niveau du foie. Je m'arrête sur les interactions médicamenteuses parce que il y a quand même pas mal de personnes qui sont polymédiquées, enfin qui prennent beaucoup de médicaments. Vous arrivez à vous y retrouver quand une personne prend 5 ou 6 traitements différents? Et ça, après, c'est le rôle du pharmacien. Donc en fait, alors moi je suis au niveau du laboratoire, donc je vais rendre l'information pharmacogénétique, mais après on travaille en collaboration avec des pharmaciens cliniciens qui ont déjà l'habitude de faire ce travail-là. Donc c'est ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse. Ils vont reprendre tous les médicaments qui sont prescrits sur l'ordonnance, ils vont appeler le patient pour savoir qu'est-ce qu'il prend effectivement, est-ce qu'il prend bien son traitement. Ils vont vérifier ses habitudes alimentaires, est-ce qu'il boit du jus de pamplemousse, qui va aussi venir, par exemple, inhiber... attention au pamplemousse, oui. Voilà, qui peut venir inhiber les cytochromes. Donc, il va regarder tout ça. En fait, il intègre déjà tout un tas d'informations. Et de lui donner l'information pharmacogénétique, c'est juste un élément en plus, en fait. Donc, pour moi, ça me paraît pas complexe, en fait, pour le pharmacien. Ça demande juste un petit peu de formation, mais ça me paraît tout à fait accessible. Donc, l'avenir, ça serait, si j'ai bien compris, une carte d'identité génétique, mais en plus, entourée de conseils pour le bon usage du médicament. Oui. Et on pourrait, dans l'absolu, éviter combien d'effets secondaires Par rapport à la publication, là, donc, qui étudiait seulement 12 gènes, c'était une réduction de 30% des effets indésirables. Oui, déjà, là, c'est significatif. Après, si on élargit davantage, probablement qu'on pourrait éviter encore plus d'effets indésirables. Et puis, surtout, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit vraiment déployé. Là, la difficulté aujourd'hui, c'est que les médecins, les pharmaciens connaissent pas encore très bien ces tests-là. Mais si on arrivait à connecter les données, on pourrait effectivement imaginer avoir ces informations sur la carte vitale. Et quand on va voir le pharmacien, au moment de la délivrance d'ordonnance, ça pourrait faire un pop-up, en fait, dans son logiciel d'aide à la délivrance. Et on pourrait dire, attention, vous allez délivrer ce médicament-là, mais votre patient a ce variant-là, et donc il faudra peut-être diminuer la dose par 2 pour pas qu'il fasse des effets indésirables. Et on pourrait avoir la même chose chez le médecin. Le patient va chez le médecin, il lui donne sa carte vitale. Le médecin veut prescrire un médicament en particulier. Attention, pour votre patient, il ne faut pas donner ce médicament-là parce qu'il peut faire des effets indésirables très graves, par exemple. Et donc, proposer une alternative directement. Donc, il faudrait une formation globale des médecins parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être plus initiés. Il y a des opérations qui sont menées en ce sens actuellement ou c'est difficile pour vous d'essayer d'imposer cette façon de travailler? Il y a des diplômes universitaires, par exemple, qui permettent aux médecins de se former à la pharmacogénétique. Et puis, un événement comme c'est d'aujourd'hui, par exemple, ça permet aussi d'informer le grand public et puis d'informer les médecins. Et voilà, quand je vois la façon dont c'est déployé en Suisse, par exemple, les Suisses ont aussi fait des publications pour expliquer comment déployer la pharmacogénétique dans les pharmacies d'officine. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à surmonter, en fait. Donc, vous conseillez à nous tous, patients en puissance, quand on nous donne un médicament, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Alors, le problème, c'est que je peux pas vous conseiller vraiment aujourd'hui, par exemple, de faire un passeport pharmacogénétique parce que c'est pas remboursé, donc c'est mettre un petit peu les patients en difficulté. Mais j'avoue que moi, par exemple, j'ai pas fait encore mon passeport pharmacogénétique et je sais que j'ai fait un effet indésirable à un médicament. Et j'ai très envie de savoir, en fait, mon statut maintenant, pour éviter de faire des effets indésirables à d'autres médicaments, en fait. Et la haute autorité, elle doit répondre quand Alors, elle s'est mis un planning très ambitieux puisqu'en fait, donc là, elle fait des évaluations. Alors, c'est pas les évaluations en population générale. Ils ont pris des populations ciblées, donc ils ont commencé par les patients suivis pour les leucémies aiguës. Bientôt, ils vont sortir les passeports pharmacogénétiques pour les patients suivis pour des tumeurs solides, des cancers solides. Ils vont faire la même chose pour la psychiatrie et la même chose pour la néphrologie. Et ils ont prévu tout ça en fin 2025, mais ça me paraît vraiment 2025. très ambitieux. Oui, c'est demain, là. Oui. Voilà, donc je pense que ce sera plutôt courant 2026.
Et une fois que la HAS a émis son avis, ensuite ça passe en commission pour savoir si effectivement le test est remboursé et à quel prix. Donc c'est des processus qui sont assez longs et qui peuvent prendre plusieurs années. Donc 2025 c'est raté, 2026 voilà. On n'aura pas encore, peut-être en 2027 on peut espérer. Voilà, c'est difficile de se prononcer parce que les délais sont très variables. Voilà. En plus on n'a plus de ministre, donc ça prend toujours plus de temps à avancer. Hein, bon. Eh ben, écoutez, un grand merci pour toutes ces informations. Je suis sûre que vous avez plein de questions sur vos traitements. Je pense aussi, d'abord, on vous applaudit et je pense que voilà, on a tous envie d'avoir notre passeport et merci vraiment pour toutes ces informations. Alors, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, levez la main. Alors, vous êtes très nombreux. Oui, j'ai une question au premier rang, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main. On vous écoute, madame. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à tous ces séquençages génomiques, est-ce qu'on n'aura pas des problèmes éthiques puisque tous ces passeports, au final, donnent beaucoup d'informations sur nous et peut-être est-ce qu'il y aurait des mises en place de sécurité très très particulière là-dessus, histoire que pas tout le monde puisse avoir accès à toutes nos données. En fait, là, on est dans de la donnée de santé, donc c'est extrêmement protégé, extrêmement encadré. Nous, par exemple, en laboratoire, on a une autorisation spéciale des agences régionales de santé, des ARS, pour pouvoir exercer. Les praticiens qui doivent signer ces examens sont autorisés par l'agence de biomédecine, donc tout est extrêmement encadré. Donc oui, ces données, elles sont bien protégées et c'est important qu'elles restent bien protégées, effectivement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une question. On vous écoute. Merci. Bonjour. Si on est traité par des médicaments que vous avez cités, est-ce qu'on peut, même si c'est pas remboursé, déjà demander ce test et à qui ? Oui. Alors, on est dans le cadre des examens des caractéristiques génétiques d'un individu, donc il faut absolument qu'il y ait une prescription par un médecin. Et l'autre obligation, c'est que le médecin qui prescrit le test soit en mesure d'expliquer les résultats. Donc, il faut en parler à un médecin qui connaisse la pharmacogénétique. Et donc, du coup, ça limite un petit peu le nombre de médecins. Mais après, voilà, c'est possible d'en parler au médecin et que le médecin se renseigne auprès du laboratoire et qu'après, ce soit une discussion pour vérifier si, dans votre situation particulière, le test est bien indiqué. Mais ça peut être un médecin généraliste. Oui, auprès des médecins traitants, est-ce qu'il y a de la formation à ce sujet-là? Oui, petit à petit, en fait, ils vont se former. Certains connaissent déjà, parce qu'il y a certains médecins qui sont très, très au courant des nouveautés, mais pas encore tous. Pas encore tous, oui. Pas beaucoup même, on peut dire. Hein? C'est peu, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. On vous écoute. Moi, j'aurais souhaité revenir sur ce que vous avez dit autour de Dijon, où chaque bébé, si j'ai bien compris, qui est né, du coup, va avoir une cartographie de son ADN. Oui. Et c'est fait dans quel cadre? Est-ce que c'est censé être pilote et après développé dans toute la France? Et sur quelle durée? J'avoue que j'avais pas du tout entendu parler. Donc effectivement, c'est un projet pilote. Le but, c'est de faire du dépistage néonatal. Donc le but de ce travail-là, c'est de dire il y a certaines pathologies qui vont se déclarer chez des enfants de façon très précoce. Et si on a l'information dès le début grâce à l'ADN, on pourra mettre en place un traitement. Donc souvent, c'est des traitements enzymatiques, en fait, des enzymothérapies de substitution, qui permettront que l'enfant ne développe pas la maladie et donc qu'il reste en bonne santé. Et donc aujourd'hui, le dépistage néonatal, c'est quelques maladies, mais grâce au génome, on peut élargir énormément le nombre de maladies à dépister. Et donc, soit traiter ces enfants-là, soit malheureusement, parfois c'est des mauvaises nouvelles, mais au moins comprendre ce qui se passe. Ça évite aussi de laisser les parents dans l'angoisse, en fait, et d'essayer de leur donner des explications. Donc pour le moment, c'est un projet pilote à Dijon. Ça s'étend à Rennes aussi, et puis peut-être qu'un jour à Montpellier, on ne sait pas, ou dans d'autres pays, mais il faut d'abord les résultats de ce projet pilote pour penser à l'étape d'après. Merci beaucoup. Nous allons prendre donc la question suivante. On vous écoute. Le micro arrive jusqu'à vous. Ne tombez pas. On vous écoute, monsieur. Par rapport à la réponse que vous venez de donner, est-ce qu'un accompagnement psychologique aussi des parents, puisque si jamais il y a les tests génétiques, on peut peut-être prévoir, votre enfant, potentiellement, il pourrait avoir un cancer dans quelques années. Donc, c'est assez quand même, ça peut être traumatisant pour les parents. L'enfant, il m'a l'air un peu jeune pour le savoir, mais pour les parents qui vont recevoir cette info. Donc, surtout ça, moi, je suis pas la mieux placée pour répondre à ces questions-là parce que je travaille en laboratoire et surtout sur la pharmacogénétique et la partie génome néonatal qui est faite à Dijon, je l'anime pas, j'en ai entendu parler, à la SFMBP aussi, il en a été question, mais je suis pas bien placée pour répondre à cette question-là. Mais effectivement, il y a des choses qui sont prévues.
même avant d'ailleurs de démarrer cette étude de mise en œuvre technique, ils ont fait une étude de type sciences humaines et sociales pour vérifier l'acceptabilité des tests, c'est-à-dire est-ce que les parents avaient envie en fait d'avoir ce genre d'informations à la naissance. Et les parents ont envie en général? Oui. Ils sont demandeurs? Oui, les parents sont demandeurs parce qu'en fait, disons que les cas pour les enfants, c'est toujours tellement dramatique, quoi, que du coup, je pense que les parents préfèrent savoir et qu'on puisse agir rapidement, parce que le problème de ces pathologies pédiatriques, c'est que parfois, quand elles ont commencé à se développer, c'est trop tard. Et donc, si on se dit, on attend de voir les signes cliniques pour mettre en place un traitement, et ben, on n'arrivera pas à tout réverser. Alors que si on met le traitement très en amont et avant l'apparition des premiers signes, et ben, ce sera bien plus bénéfique pour l'enfant. Et on peut en plus, sans doute, mettre en place des actions de prévention, j'imagine, très tôt. On va prendre la question suivante. Allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous travaillez avec les producteurs, les fabricants de médicaments? Je suis là. Pardon, Ah oui, merci, excusez-moi. Est-ce que vous travaillez avec les fabricants de façon à ce qu'un jour ça apparaisse sur la fiche Vidal? Oui. Alors, donc nous, en tant que laboratoire, on ne travaille pas directement avec les fabricants de médicaments, mais on commence à discuter avec eux justement parce que pour le moment, il y a des informations qui apparaissent. Par exemple, pour l'effet algan-codéiné dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit cette mention du type de D6, mais on ne voit pas la notion de test génétique. Par contre, de plus en plus, c'est pris en compte par ces fournisseurs de médicaments. Par exemple, il y a un médicament pour des cardiomyopathies hypertrophiques qui est sorti assez récemment et pour lequel, avant de pouvoir augmenter la dose, il était obligatoire de faire le test du CYP2C19, qui est un autre cytochrome. Et là, c'est vraiment écrit dans la notice du médicament. Donc, ça va se déployer de plus en plus. Et là, justement, au niveau du réseau francophone de pharmacogénétique, on essaie de discuter avec les industriels du médicament pour leur dire, regardez, il y a ces informations-là. Et donc, non seulement c'est l'écrire sur la notice du médicament, mais c'est aussi dans la mise en place de nouveaux traitements, de prendre en compte cette information pour mieux développer les traitements. En fait, et dire, il faudra donner telle posologie aux patients qui ont telle métabolisation et telle autre posologie à tel autre patient. Question complémentaire, est-ce que vous travaillez avec les centres de pharmacovigilance? Parce que c'est là où remonte l'information. Oui. Vous échangez vraiment directement avec eux? Alors, non. Non, et je trouve ça assez surprenant en fait, c'est-à-dire que les centres de pharmacovigilance font un boulot formidable et je ne sais pas pourquoi pour le moment il n'y a pas encore beaucoup de discussions, en tout cas dans mon laboratoire j'ai pas eu encore de discussion avec eux, parce que quand on fait une exploration, une étude d'imputabilité d'un effet indésirable, je suis sûre que la génétique pourra avoir beaucoup de valeur et ça va venir. Parce que ça remonte beaucoup d'informations justement sur des effets secondaires. Oui. Oui, ça donne des explications, mais je pense que dans leur stratégie d'étude d'imputabilité aujourd'hui ils regardent énormément de choses et que la la génétique au global, c'est quand même assez nouveau dans la pratique courante, dans le soin, donc ils n'y pensent pas forcément d'emblée. On va leur donner l'idée. Mais oui, je suis peut-être pas encore au courant de tout. Non, nous avons une question là-bas. On vous écoute. Oui, bonjour. J'avais une question. Du coup, on a vu que les gènes peuvent influencer la réponse au traitement. Donc, l'expression des gènes, il me semble, peut évoluer avec l'âge aussi. Est-ce que c'est des pistes de réflexion que vous avez, par exemple, pour peut-être avoir justement ce suivi-là de l'évolution de l'expression des gènes et de voir justement que peut-être au début ou à la fin, on va répondre de manière différente à un traitement? Est-ce que c'est des pistes de réflexion que vous avez ou tout à fait. C'est une bonne question, tout à fait. Par exemple, en pédiatrie, donc la maturité des enzymes n'est pas la même qu'à l'âge adulte et du coup, les prédictions qu'on va faire sur la base de la pharmacogénétique chez les enfants ne seront pas les mêmes que celles qu'on fera chez les adultes. Merci. Alors, on a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Oui, moi je vois une main tout au fond là-bas, absolument, près de la porte. Oui, les micros arrivent vers vous. Je suis là. Oui, est-ce que les hormones thyroïdiennes font partie de la liste des médicaments qui auraient un effet Alors, pas à ma connaissance, mais il y a donc une base de données qui s'appelle CleanPGX dans laquelle on peut aller rechercher les noms des médicaments. Parce qu'il y a beaucoup de couples gènes-médicaments, en fait, donc je ne les connais pas tous par cœur, mais il y a cette base de données qui s'appelle CleanPGX, c'est linpgx.org, qui est une base de données internationale, en fait, et dans laquelle on peut taper le nom du médicament et voir s'il y a de l'information génétique actionnable ou pas. Après, c'est un site qui n'est pas très facile d'utilisation, il faut quand même un peu initier pour comprendre comment fonctionne ce site, mais c'est une base de données, c'est vraiment une mine d'informations. Merci beaucoup. Plus de questions. Allez, il nous reste 1 minute pour une petite question. Oui, monsieur, au 3e rang de ce côté, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous faites un suivi des médicaments interdits? Oh là. Des médicaments interdits? Interdits. Par exemple, le Préviscan, maintenant, il est interdit en nouveaux médicaments, mais il est autorisé chez les patients qui sont déjà traités.
donc qui ont survécu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, j'ai pas la réponse sur cette partie-là. Je pense que là, on est vraiment sur de la spécialité de pharmacie pure. Et moi, j'ai dévié vers la biologie et la génétique. Donc, voilà, je ne saurais pas répondre à votre question. Ok, bon. Très bien. Eh bien, écoutez. Il y a un monsieur au deuxième rang. Là, allez. On a encore 50 secondes maximum. On a encore 50 secondes. On prend vraiment un maximum de questions. Et après, alors, je pense que vous répondrez aussi au premier étage. Monsieur, on vous écoute. Oui, merci. Est-ce qu'il y aurait une corrélation avec l'insulinorésistance dans vos études et vos recherches? Alors, pas à ma connaissance, mais c'est une bonne question et je pense que ça mérite d'être investigué. En fait, là, c'est pareil, je peux aller revoir dans les bases de données et puis on peut en discuter si vous voulez tout à l'heure. Je peux regarder un petit peu dans les bases de données et vous dire s'il y a des informations à ce sujet ou pas. Merci. Donc, il y aura encore plein d'informations pour l'an prochain, alors? Oui, tout à fait, ça évolue très vite. Et je pense effectivement que c'est un sujet qu'on va suivre avec la plus grande attention. Un grand merci. Laure Raymond vous applaudit. Merci beaucoup. S'il vous reste des questions, parce que vous êtes très nombreux, Laure y répondra au premier étage. Et nous, on se retrouve donc dans quelques minutes donc pour la prochaine conférence, l'épigénétique, le grand Manitou de l'expression de nos gènes. Donc à tout de suite. Merci encore.